Hi everyone, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Sub-Relief. On va faire une petite table ronde avec les personnes qui ont participé au projet. Et pour commencer, chacun et chacune va se présenter. On va commencer par moi-même. Non, on va commencer avec Mélodie. Bonsoir à tous, moi c'est Mélodie Williams, chanteuse de soul, jazz, et je fais un peu de cabaret aussi. Je défends l'émancipation de soi, l'amour de soi et la liberté d'être soi-même. Voilà. Alors moi c'est Délice Tarot, je suis chanteuse, je suis également militante et je défends le droit de pouvoir tout simplement être soi-même et vivre sa vie telle qu'on l'entend, sans que personne ne quoi que ce soit à redire dessus. Et bien entendu, je suis profondément féministe et queer jusqu'au bout des ongles. On vous adore. Moi c'est Lisa, Lisou pour les intimes. Je suis là pour représenter toutes les personnes qu'on ne voit pas souvent, c'est les personnes cis, butch, qui ne sont pas forcément représentées. Et moi, c'est Kevin Scarlett, votre reine de beauté internationale, et c'est moi qui vais hoster ce tour. Là, ce soir, on va parler de sororité, femmes cis et femmes trans, car ce projet mélange tout type de femmes. Et l'important de montrer qu'on est solidaires les unes des autres, malgré ce que certaines personnes appellent nos différences, qui ne sont pas des différences, mais des unicités. Donc, on va faire une petite introduction très rapide, et ensuite, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la discussion. Donc, pour commencer, ce projet veut vraiment montrer que nos existences ne sont pas des débats. Et je pense que c'est important de montrer que nos existences ne sont pas des débats, comme les vôtres ne le sont pas, qu'on vous aime ou pas. Je vais te calmer parce que c'est pas grave. Premièrement, il faut savoir que nous sommes toutes intersectionnelles. Et je pense que là, c'est ce qu'on va montrer, c'est qu'en fait, on est toutes et tous dans l'intersectionnalité. Donc, pour vous expliquer d'où vient le concept. Premièrement, le concept il a été théorisé par Kimberlé Crenshaw dans les années 80. Je pense que c'est important de connaître son histoire pour pouvoir avancer et créer des choses qui vont servir d'exemple aux autres. Il désigne le croisement des discriminations, genre, race, classe, handicap, co. En France, les femmes racisées ou trans sont statistiquement plus exposées aux discriminations systémiques, emploi, logement, violence. Voilà tout ce qu'on va aborder ce soir. Pour commencer, je vais vous poser une petite question. Quand vous entendez le mot sororité, est-ce que vous vous sentez incluse ou pas dedans? Je me sens complètement incluse dans le mot sororité, mais je me sens pas incluse dans, je pense, certains prismes et certaines idées qui vont poser justement ce mot-là qui a énormément de valeur et de profondeur sur des idéologies en fait qui ne correspondent pas et qui continuent d'opprimer. Je pense notamment à la sororité blanche par exemple, qui n'inclut pas les femmes racisées, à la sororité valide aussi, qui n'inclut pas les femmes en situation de handicap, et je pense également à la sororité qui n'inclut pas les personnes qui sont sexisées par la société en fait, tout simplement, parce que je pense que c'est important aussi dans le mot sororité d'inclure ces personnes-là, notamment par exemple les personnes qui sont masculines, non-binaires, gender fluid, etc. Tu as déjà tellement résumé les choses, parce que je veux dire qu'il y a des groupuscules qui font que il y a les sororités dans les sororités. Justement, c'est une question. Pourquoi qu'est-ce qui empêche une sororité réelle aujourd'hui? Justement, c'est les groupuscules dans les petits groupes, c'est-à-dire qu'on a beau dire c'est ma soeur, c'est ceci, c'est cela, mais dans ce groupe, il va y avoir des sous-groupes, des petits groupes, des groupuscules pour reprendre le terme. Et ce qui fait que bon, on ne peut pas en fait avoir une sororité générale, c'est quand même plusieurs petits clans en fait, on va pouvoir dire les choses de façon pas vulgaire, mais voilà, sans filtre. Et donc, Lisa, j'ai envie de te demander comment construire une sororité réelle entre femmes cisgenres et transgenres, sans individualité des vécus des uns et des autres.
Je pense qu'avant tout, c'est grâce à la communication. Justement, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de montrer qu'on est toutes là et de pouvoir représenter chacune d'entre nous. Et c'est que comme ça qu'on pourra s'unir ensemble et pouvoir justement créer ces sororités-là. Et je pense que c'est super important de déjà pouvoir se reconnaître entre nous. Et c'est ce qui nous donnera la force après pour pouvoir progresser. Et justement, parlant de vécu, je pense que c'est important de parler de statistiques. Il faut savoir que les femmes trans sont surreprésentées dans les violences, notamment violences physiques et symboliques. Et une étude européenne montre qu'une personne trans sur 3 évite certains lieux par peur. Donc je pense que c'est important de comprendre que ce sont des réalités. Donc Mélodie, on aurait dû faire un mot là-dessus. Est-ce que tu peux reprendre la dernière phrase? Désolée. Il y a une étude européenne qui montre qu'une personne trans sur 3 évite certains lieux publics par peur. Bah, disons qu'il y a des lieux où on va pas se mentir, on se sent plus safe que d'autres. Par exemple, quand on est ici au Speechless, voilà, comme son nom l'indique, c'est une safe place. Il y a d'autres endroits où, soit, enfin, je ne parle pas pour moi, mais je parle par rapport à ce que j'ai déjà entendu de certaines personnes, elles ne se sentent pas reçues par rapport à leur couleur de peau, voilà, on va dire les jeux sans filtre. Et d'autres, en fait, parce qu'elles sont elles-mêmes en fait accablées par leur genre, elles ne sont pas à l'aise avec elles ne sont pas alignées avec qui elles sont, et donc du coup, elles ne se sentent pas safe dans certains endroits. Donc ça peut partir de 2 facteurs, et parfois des 2 en même temps. Et j'avais rajouté quelque chose pour comprendre que la sororité, ce n'est pas l'homogénéité. On est tous différents et c'est ce qui est beau. Comme l'arc-en-ciel, on peut prendre beaucoup d'exemples, c'est parce qu'on additionne nos vécus pour pouvoir créer quelque chose qui va servir d'exemple et ouvrir la voie aux autres. Et il ne faut pas oublier que la sororité, c'est aussi une solidarité consciente des différences. Donc peut-être mettre un peu plus là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de sororité s'il n'y a pas d'inclusivité. En fait, tout simplement, il n'y a pas de lutte sans inclusivité. C'est impossible de toute façon de porter une lutte sans être inclusif. Et pour être inclusif, il faut aller chercher des informations quand on ne les a pas et pas seulement s'asseoir sur ses lauriers et dire je ne savais pas. Et si tu ne sais pas et que ça t'intéresse vraiment et que tu as vraiment envie de faire avancer les choses, tout simplement va te renseigner, parle avec des gens, viens à des événements comme celui qu'on est en train de faire maintenant pour échanger dans différents véhicules chrétiens et surtout pour aller chercher des informations parce que tu ne pourras jamais savoir ce qu'une personne a vécu. La meilleure manière de pouvoir défendre sa sœur, celle qu'on ne connaît pas, celle qui ne connaît pas vécu, etc. C'est tout simplement d'écouter. Tout simplement d'écouter son vécu, c'est tout simplement de faire attention à ce qui se passe autour et aux problématiques qu'il peut y avoir et puis de prendre en considération aussi le fait de réagir si jamais on est témoin aussi de quelque chose qui se passe en face de soi. Voilà, je pense que ça c'est La responsabilité, elle est commune, elle n'est pas qu'individuelle. Et maintenant, on va passer à un autre bloc, je pense très important, c'est l'intersectionnalité. Vivre plusieurs minutes à la fois. Donc, je vais te poser une petite question en discours. Est-ce que tu peux partager un moment où plusieurs discriminations se sont croisées dans ton parcours? Oui, j'en ai. Ça a commencé très tôt en fait quand j'ai commencé à chercher du travail. En fait, il faut savoir que justement, je suis racisée, j'ai les cheveux bouclés, donc voilà. Le principal truc, c'était surtout par rapport à ma coiffure justement. Quand j'arrivais pendant des entretiens, etc., et qu'on me disait mais vos cheveux ils sont un peu beaucoup, vous pouvez pas faire quelque chose parce que c'est très truc ou alors très bouclé, donc c'est un peu compliqué. Et c'était surtout dans des métiers d'hôtesse, etc. Donc forcément l'image que je m'envoyais c'était pas du tout ce qu'ils voulaient. Je ne compte pas le nombre de fois où on a écorché mon nom de famille parce que c'était pas assez français. Ou justement, et aussi ce qui se passe aujourd'hui malheureusement, c'est que actuellement je travaille dans une boîte où il y a 80% d'hommes dans cette boîte-là et je me rends compte que j'en passe beaucoup plus, toujours plus que les hommes qui font d'habitude. Et je pense que c'est le quotidien de beaucoup de femmes malheureusement qui sont dans ce milieu-là. Et justement, pour compléter Mélodie, j'ai une question pour toi. Est-ce que certaines luttes prennent plus de place que d'autres selon les contextes? Alors, je dirais pas que pour moi, mais je pense que peu importe le contexte, les combats en fait que l'on mène par rapport à ce que l'on est en tant que personne transgenre
et même en tant que personne racisée, en fait, même se croisent, que l'on veuille ou pas, et ça assure une double charge mentale. Et c'était quoi la question? Est-ce que ça Non, parce que je pense que ça, parfois c'est deux luttes qui sont deux en un. C'est un deux en un. En fait. Et la charge mentale en prend un coup. Je sais pas ce que vous en pensez, il y a des gens en face. Vous êtes d'accord ou pas? Malheureusement, c'est deux luttes qui deviennent une seule. Et là, pour ma chère Debbie, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire là-dessus. Sachant qu'on l'a vécu plein de fois, je mets ça chez quelqu'un. Est-ce que tu t'es déjà senti invisibilisée dans des espaces militants? Ok, oui. Ok, oui. Et puis en plus, en étant militante très active, donc pour bosser avec les assos, pour aller dans les manifestations, pour organiser des événements, pour même faire des concerts en fait pour ces événements-là, etc. Je me suis sentie invisibilisée dans les espaces militants féministes en tant que femme racisée, en tant que femme qui a un handicap chronique aussi, parce que je suis atteinte d'endométriose. J'ai déjà par exemple pu vivre la violence qu'on ne comprend pas, que je ne puisse pas physiquement faire une activité, entourée de femmes militantes qui militent également sur les réseaux sociaux. Je tiens à le préciser quand même, c'est des personnes qui sont connues pour ça et qui se revendiquent militantes. Et même en expliquant ça, en disant oui, le droit de c'est quelque chose d'important, etc. Quand justement, quand vient le moment de réagir, malheureusement ça ne réagit pas correctement et du coup c'est quelque chose qui peut même mine de rien mettre, je pense, en danger en fait d'avoir des personnes qui ne savent pas réagir ou qui ne réagissent pas. Et donc je dirais même invisibilisées, mais même parfois du coup par la négligence mise en danger. D'un autre côté, dans le milieu queer également, déjà forcément en tant que femme racisée, mais aussi en tant que femme bisexuelle, parce qu'il y a encore énormément de biphobie dans cette communauté, et plus encore quand en plus on sort avec une personne on va dire du genre opposé, bien que la personne, en fait, bien que ce que vous pouvez voir ne peut avoir rien à voir avec l'identité des personnes ou la sexualité des personnes qui sont évidemment avec vous. Donc voilà, on va dire qu'en tant que femme bi, en tant que femme racisée et en tant que femme anti-chronique, oui, bien évidemment que j'ai été invisibilisée. Je pense que je ne suis pas la seule et que c'est important de parler aussi de lutte à l'intérieur de tous ces Comment définir l'interpersonnalité? Et j'ai envie de dire, souvent avec des on le voit sur des projets, les gens pensent que c'est très facile. Non, avant de pouvoir avoir ça, on doit se battre 5, 8, 20 fois plus. Et là, je trouve que une réalité que les gens doivent comprendre. C'est qu'une personne qui a le même profil que nous, et malheureusement, comme je viens de dire, qui va être typée blanche et cis, il aura beaucoup plus facilement accès à certaines opportunités. Et nous, c'est beaucoup plus compliqué. On y arrive, mais en fait, il faut y aller. Des fois, ça prend 2 ans, 3 ans, frapper, c'est très fatigant psychologiquement, mais on est là pour ouvrir la voie aux autres, on va pas s'arrêter. Je rajoute juste une phrase, je pense qu'il est important, chaque personne individuellement de prendre conscience de ses privilèges. On en a tous, à des degrés, à des niveaux différents, mais c'est en prenant conscience de ses privilèges que l'on peut aider ceux qui sont moins privilégiés sur d'autres points, en fait, tout simplement. Et justement, j'ai rapporté un petit apport historique. Les mouvements féministes, ils ont longtemps été dominés par les femmes blanches. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas oublier. Et la plupart, malheureusement, elles invisibilisaient les autres pour pouvoir justement profiter de leurs privilèges. C'était je mets les autres de côté pour être sûr de pouvoir me mentionner, de garder ma place dans un système qui finalement ne veut pas de moi. Donc c'est en fait je mets les autres de côté alors qu'on ne veut pas de moi. Alors que ça devrait être l'inverse, qu'on soit ensemble pour pouvoir passer outre tout cela. Ça c'est bien dommage. Et la même chose pour les luttes LGBTQIA+, antiracistes et féministes, elles n'ont parfois été séparées alors qu'elles devraient être liées. Et on revient dessus, on est liés en fait. C'est-à-dire qu'il y a... On va pas être parti du méchant. Il y a le patriarcat qui est là, qui nous met de côté. Donc en fait, si on dit qu'on est une minorité, ça c'est quelque chose qu'on doit mettre en fait alors qu'on n'est pas une minorité. On est une majorité. Je pense que c'est quelque chose dont on doit avoir conscience. Ensemble, on est une majorité. Le mot minorité en fait a été imposé, nous a été imposé. Je
pense qu'il était la nuit des temps et c'est un mot en fait qu'on peut en fait, si on le souhaite, s'enlever du cerveau. Quand je parle pas tout le temps comme Julien Richard, Suède, qui arrive. Vous n'êtes pas une minorité, vous êtes humain, c'est toute une diversité. Vous êtes différent, vous êtes singulier, vous êtes vous, unique. Exactement. Et je vais vous donner quelques stats qui sont importantes. Les femmes issues des minorités, on revient dessus, ont moins accès à la représentation médiatique et politique. Donc il faut aussi comprendre ça. Même en politique, il suffit de prendre l'exemple de Christiane Taubira, qui même en ayant atteint le statut qu'elle méritait et qu'elle s'est battue, a quand même subi des discriminations qui sont assez fortes, mais surtout qui sont graves et légitimées par certaines personnes. Donc il faut arrêter monkey work, no, nigga work, je suis désolé, mais il faut le dire au bout d'un moment. Minimiser. Parce que c'est une femme racisée, ça c'est pas possible en fait. Surtout quand quelqu'un dit stop, le consentement c'est important pour tout, et le respect de tout c'est important pour tout. Et il ne faut pas oublier aussi que la visibilité, elle reste souvent normée. Donc corps, couleur de peau, validité, genre. Et si tu es noir, il ne faut pas que tu sois trop noir. Si tu es grosse, il ne faut pas que tu sois trop grosse. Si tu n'es pas assez grosse, sois un peu plus grosse. On a besoin de stats, de quotas. C'est une réalité. Qu'en penses-tu, Lisa? Je trouve que c'est complètement ça, et c'est pour ça aussi qu'on essaye de s'unir ensemble et de créer ces espaces-là, de créer des événements comme ça. C'est pour montrer qu'on fait vraiment toute partie d'un même bloc, et c'est malheureusement la société qui fait qu'on pense appartenir à des groupes différents, mais en fait quand on pose les vraies questions, quand on se rend compte des choses, on fait toute partie du même bloc en fait, et que c'est que comme ça qu'on va réussir à s'unir et à s'aider. En fait, en résumant, surtout que la visibilité actuelle, qui est inclusive, elle est plutôt encore sélective. C'est ça, finalement, c'est que pour être accepté, il faut rentrer dans une certaine cadre exactement, dans une certaine norme, malheureusement. On va passer à un autre bloc où on va parler de visibilité. Donc, est-ce que se rendre visible est toujours un acte libérateur? Je pense que ça dépend. Je pense pas que tout le monde ait forcément besoin ou envie d'être visible. Mais je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui soient libérateurs pour pouvoir aussi libérer les autres, parce que comme on disait, il faut travailler ensemble. Chaque personne a quelque chose à apporter. Moi, pour ma part, être visible, c'est libérateur. Je ne pense pas que tout le monde ait besoin d'être visible comme moi, par exemple, pour se sentir libéré. Je pense qu'on peut totalement se libérer sans forcément être, on va dire, en tête de pont. Mais par contre, effectivement, je pense que se montrer, ça passe aussi par montrer qu'on est là, par se réunir aussi dans des endroits justement où on va faire des endroits communautaires. Je pense qu'il en faut et que c'est important pour qu'on puisse se retrouver dans des endroits safe, mais je pense qu'il faut aussi se montrer ailleurs. Et c'est vraiment ça que je veux dire, c'est-à-dire que se montrer aussi dans un groupe en tant que groupe, en tant qu'entité, ça permet de forcément être en tête de groupe tout de suite, mais en tout cas de se sentir appartenir quelque part et d'avancer aussi sur le fait de se rendre visible. Donc montrez-vous. Sortez avec vos copains, vos copines, les voir, Andy, etc. Ne restez pas cachés, c'est super important. Et surtout, retrouvez-vous, et je pense que c'est aussi dans des vidéos comme ça qu'on peut connecter, en fait, parce que d'accord, en connectant. On peut créer, j'ai pas envie de dire une armée parce qu'on part pas à la guerre, mais est-ce qu'on fait pas un peu la guerre? Est-ce qu'on ne fait pas un peu la guerre finalement? Donc faut bien se défendre un petit peu quand même. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je sais que tu veux rajouter quelque chose. Je vais quelques choses. Justement, il y a une notion, si on parle pas, c'est la notion de risque, on appelle d'être visible. Donc en tant que personnalité, nous sommes visibles, nous sommes les premières personnes à être attaquées. Donc là-dessus, j'ai envie de te dire pour toi, quels sont les risques à être visible aujourd'hui? On va même approfondir avec, selon toi, qui a le privilège de pouvoir être visible sans danger? Visible, de toute façon, il y a le point et le contre. Quand tu es visible, tu passes dans sur facile. Une succession d'ascenseurs émotionnels aussi. Sans vouloir faire genre. Même les plus grandes stars le disent. Elles reçoivent des messages très bienveillants, d'amour, etc. de leurs fans. Et 5 secondes après, des messages de haine. Et c'est pareil pour tout le monde, je pense. Quand tu es visible, il faut t'attendre à être aimé. Et le contraire.
ça a ses privilèges et ça a aussi ses inconvénients. Le privilège, c'est que tu es le porte-parole d'une non-communauté, tu peux parler au nom des personnes qui se reconnaissent en toi. Et l'inconvénient, c'est que tu as aussi des gens qui peuvent te détraquer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi et qu'ils peuvent aller plus loin en essayant d'attaquer en fait ta sphère intime. Je veux dire, tu peux passer par ta personne pour pouvoir t'entendre. Parce qu'ils ne sont pas simplement d'accord avec les idéologies. Et justement, Lisa, donc on va reprendre un point qui est important sur les réseaux sociaux. Les femmes racisées et trans subissent davantage de cyberharcèlement. Donc déjà, je me suis demandé comment créer une visibilité qui protège autant qu'elle montre. C'est une très bonne question. Comment créer une visibilité qui protège autant qu'elle montre? C'est en faisant exactement ce qu'on est en train de faire. C'est en créant des espaces pour justement que les gens puissent se regrouper, créer des espaces, que ça soit en ligne, que ça soit en réel, comme des lieux comme Sacré, etc. Et c'est que ensemble en fait qu'on peut créer cette visibilité-là, tout en se protégeant. C'est très dur de faire ça seul, et c'est pour ça que je voulais donner un shout-out to my girls, parce que justement elles sont très présentes sur les réseaux sociaux. Moi je sais tout le contraire. Je suis toujours derrière mon téléphone mais je poste jamais rien, et cet événement-là pour moi ça a été un peu l'occasion de me dévoiler aussi, mais aussi je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui m'ont remercié justement d'avoir fait ça, parce que ça leur montre qu'en fait elles sont pas seules, qu'on est plusieurs dans le même état, que c'est pas parce qu'on est gros, c'est pas parce qu'on est geek que en fait on fait pas partie de cette communauté-là, et c'est en créant ces espaces-là qu'on peut faire ça. Et je voulais une question à tout le monde. En quoi Sœurs de lutte, donc le projet sur lequel on a travaillé, justement change le regard selon vous? Le projet Sœurs de lutte, je pense qu'il est important et qu'il a beaucoup de puissance en fait, parce que quand bien même on n'a pas pu, je pense, on n'aurait pas pu représenter tout le monde, quoique ça aurait été possible, mais ça aurait peut-être été une prod un peu différente. Voilà. On aurait bien aimé mettre encore plus de profil, et je pense que Scarlett elle a beaucoup bossé dessus, et que voilà, que nous on a apporté notre patte après derrière, voilà. Enfin notre visage, notre personne tout simplement. Et je pense que en tout cas ce mix et ce mélange, quand je regarde cette photo de groupe et même les photos individuelles, je me dis que on a une belle représentation de la femme dans toute sa splendeur, dans toutes ses individualités aussi, dans toutes ses textures, dans toutes ses couleurs de peau, dans toutes ses formes et dans toute sa beauté en fait finalement. Et puis bon, je suis très contente d'avoir fait aussi avec vous les girls parce que quand même, mais et je pense que ça se ressent aussi, parce qu'en vrai on se soutient déjà dans la vraie vie, c'est pas juste une photo, et je pense que c'est important aussi de dire que l'énergie, la vraie énergie derrière est réelle, ce n'est pas juste une photo. Je voudrais rajouter par rapport à ce que tu dis que le témoignage des unes et des autres, moi ça me nourrit. Entendre l'histoire de X, Y me permet de comprendre certaines choses, même sur moi, parce qu'on n'a pas pu me grandir, et je pense que certaines choses qu'on peut trouver peut-être poignant chez nous, comment je peux dire ça? Ce qui est dramatique chez moi, il n'y avait peut-être pas vraiment, parce que quand j'écoute l'histoire des autres, je me dis, ah mais en fait, tu es en train de pleurer alors que toi tu as ça, tu as ci, tu bénéficies de ça, alors que telle en fait elle n'a pas ci, elle n'a pas ça, en fait, ça me permet de me remettre en question sur certaines choses, et de me dire que ouais, en fait, stop, il y a des gens qui sont pires que toi, et inversement en fait aussi, donc en fait, le témoignage des uns et des autres nous aide. Je crois que ça me tourne de répondre à la question aussi. Bon. Alors ce projet, je dirais que pour moi, en quoi il change le regard, c'est par rapport au retour que j'ai. Quand je vois que les gens envahissent ce projet et vous disent continuez à faire ça. Le projet, il faut savoir que de base, vous ne le savez pas, mais il devait y avoir une vingtaine de personnes pour le projet. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien arrêter parce que je voulais vraiment représenter tout le monde. Et c'est difficile d'avoir tout le monde. Par exemple, je vais prendre un vrai cas. Il devait y avoir une femme musulmane avec un voile qui, en fait, par rapport à sa famille, a décidé de ne pas venir. Et il y a eu beaucoup de personnes comme ça qui, justement, parlaient d'exposition, qui ont peur d'être exposées parce que quand on est dans de projet, on prend un cas par projet et tout le monde n'est pas prêt à assumer ce genre de risque.
Donc c'est comprendre, c'est apprendre à comprendre les peurs des uns et des autres. Et je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur, il faut outrepasser ses peurs pour créer des choses. Si on ne fait pas ça, si on n'avait pas eu des, je vais reprendre des exemples clairs, mais des Paulette Narda, des Marsha P. Johnson, toutes ces personnes qui sont passées au-delà de ce qu'on leur imposait, et bien en fait nous-mêmes on ne serait pas là. Ce sont des personnes qui ont ouvert la porte. Et tous les projets sont extraordinaires. Là j'ai la chance de partir avec ma sœur Jane sur un projet qui s'appelle Doll. Et en fait chaque projet individuel se complète les uns et les autres. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que chaque action à son niveau compte pour qu'on puisse créer quelque chose pour les prochaines générations. C'est pas se dire que en fait, ce que je fais c'est que pour moi, ce que je fais c'est aussi pour les autres. Et même si c'est très dur à monter parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, il y a beaucoup de... Oh Seigneur. C'est toujours croire en soi, et c'est aussi ça je pense, c'est croire en soi. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas fait un projet, n'a pas fait quelque chose, qu'il faut se dire ah non, j'ai pas... non, c'est prendre des risques, parce que les risques qu'on prend, on les prend aussi pour les autres. Donc je pense que c'est en ça, entre ouvrir la voie aux autres et surtout les retours qu'on a, des fois change. C'est ça qui est beau. C'est quand tu comprends que waouh, ce que j'avais fait c'est beau quoi. En tout cas, merci Kevin pour le projet. Merci beaucoup pour tout. Merci. Et donc on va clore avec 2-3 petites choses. Donc si le public a 2-3 questions, it's okay. Vous pouvez poser des questions, dire 2-3 choses. Ça va durer 5 minutes. En tout cas, voilà, j'ai envie de vous demander en un mot une phrase. Qu'est-ce que la sororité devrait être demain? Qu'est-ce que la sororité devrait être demain? On va ouvrir le débat et on va essayer de pouvoir apporter des clés pour pouvoir créer quelque chose. Oui, En fait, le mot a déjà été tellement utilisé, vulgarisé, que je vais répondre avec simplicité. La sororité devrait tout simplement être vraie. Moi, je pense que la sororité de demain ne devrait plus être une question. Voilà, la sororité de demain, ce serait quelque chose de tout à fait naturel et sur lequel on n'aurait plus besoin de débattre très utopique, mais ce serait très bon. La sororité de demain, c'est comme je vous l'avais dit, c'est quand on ne se pose même pas la question, en fait, justement. C'est faire partie d'un tout et qu'on est tous dedans et plus aucune personne ne se pose la question est-ce que je suis légitime d'être dans cette sororité-là? Est-ce que je suis assez ou pas assez? Ça serait bien de ne plus avoir à se poser cette question. Pour revenir sur ce que vous avez dit, je pense que c'est partager, soutenir, mais soutenir des bonnes personnes. Souvent, on se rend compte que les gens, ils vont plus facilement soutenir quelqu'un de connu que de soutenir son entourage. Donc je pense que là-dessus, il y a aussi un travail à faire. Et pour moi, la sororité de demain, je pense que c'est juste l'adversité. On est tous et toutes ensemble. C'est-à-dire qu'un homme peut être une sœur, ça fait bizarre de dire pas que genre, il y a plus de... Non, mais est-ce qu'on part du principe que le genre est une construction sociale? En tout cas, de vrai, je suis d'accord avec toi, alors comment ce que tu veux dire? Donc en gros, c'est tous et toutes ensemble et sans construction, sans devoir poser des mots sur les choses, c'est juste être solidaires les uns des autres. Et je pense que juste être ensemble, je pense que c'est important. En fait, le mot sororité en fait, peut laisser place à tout simplement solidarité. Je te pose la question. Ah, pardon. Oui, je pense que la question à vous aussi. Je pense que c'est ça. C'est vraiment, c'est juste être solidaire. Désolé de dire toujours des bonnes personnes, je pense que ça c'est important. On ne peut pas être solidaire de tout le monde et n'importe qui. Parce que ça nous dessert. Ça n'a pas perdu de personne, il faut être réaliste au bout d'un moment. Et surtout, quand on va être solidaire des bonnes personnes, c'est là où on va construire des choses qui vont vraiment ouvrir la voie, même aux personnes qui vous êtes désolidarisées. Donc je pense que c'est important d'avoir et de comprendre ça. Ce n'est pas parce que c'est queer que c'est safe, ce n'est pas parce que c'est féministe que c'est safe, ce n'est pas parce que c'est nation que c'est safe, ce n'est pas parce que... Voilà, gardez ça en tête. Bah, j'avais pas envie de le dire, mais vu qu'on est dans le vif du sujet, c'est rare que je fasse apologie du racisme. Mais moi, le racisme, je n'ai jamais connu en fait, de base. La première fois que je l'ai connu, c'était dans la communauté trans. Donc c'est quand même, nous sommes les premières à se battre par rapport à l'unité et à la solidarité.
la sororité, parce que ça a été tellement entendu dans les concours de beauté et autres, et le comportement de certaines sont tellement contraires. No shade, mais c'est une réalité. Donc, le premier cas dans la liste, et le seul que j'ai vu à ce jour, venait de cette communauté. Donc, j'ai envie de te dire, un peu plus de solidarité, un peu plus de vrai. N'oubliez pas le refus. Et puis souvent, si on se dit tout le monde au sein de nos propres communautés, comment faire en sorte que les autres nous incluent. Je pense qu'il faut vraiment déconstruire beaucoup de choses qu'on nous a inculquées. On va pas mentir, la plupart des personnes racisées et intersectionnelles sont issues aussi d'une historique. Cette historique-là, c'est l'esclavagisme. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment déconstruire certaines choses et arrêter d'être en compétition. Même aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans certaines sociétés, en Inde, on a toujours les castes qui sont toujours existantes chez les personnes noires et racisées. Le life skin, privilège, d'acheter notre privilège. Donc même si inconsciemment, des fois, on dit que c'est pas le cas, on va pas mentir, inconsciemment, ça le reste pour beaucoup de personnes. Et après, on le voit aussi dans les déclinaisons, dans les médias. Qu'est-ce qu'on met en avant? Désolé, on va prendre des questions child. J'adore Beyoncé et Nico si vous voulez, mais on l'a toujours mis en avant. Elle était plusieurs, et la life skin qui est toujours mise en avant. Et inconsciemment, dans nos constructions sociales, c'est ce qui est mis en place aussi pour nous. Alors, même quand on n'a pas conscience, ça joue. Et donc je vais conclure avec 2-3 mots qui sont importants. Après, si vous voulez envie de dire un mot, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, je voulais que vous compreniez une chose, c'est que ce projet n'est pas juste une exposition, c'est aussi une prise de parole collective et qu'en fait c'est important d'être soutenu. Donc merci le Speechless Art de nous soutenir. Et parce que la visibilité ce n'est pas une option, parce que nos histoires comptent et qu'aucune femme ne devrait lutter seule. Merci. Et vous avez un mot à rajouter? That's okay, perfect. That's what you need. Thank you. À bientôt les amours.